Bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre cette table ronde interactive, participative, je ne sais pas quel autre terme je pourrais trouver. Je vais me présenter, je vais aussi laisser nos invités se présenter. Donc Cédric Kempf, secrétaire général adjoint de la Société française de santé publique, et je représente le réseau de la Fédération Promotion Santé. Voilà, donc pour cette fin d'Assemblée Générale, on a proposé de pouvoir débattre d'un thème comme on le fait assez régulièrement à chaque Assemblée Générale, la santé des personnes migrantes. Alors, la santé des personnes migrantes. Alors, pour ce faire, on a prévu une petite vidéo introductive et qui va nous permettre de démarrer les échanges avec nos trois invités. Donc, on avait un quatrième invité, mais qu'on doit excuser. Donc, c'est Nicolas Vignier, qui est professeur d'université et praticien hospitalier à Avicenne, qui s'excuse de son absence. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux personnes de la ville de Paris, la direction de la santé publique. Donc, Julie Bouscayou et Caroline Zambert, je vous laisserai vous présenter, évidemment. Et nous avons à ma gauche Catherine Aumont, qui est secrétaire générale de l'association AIDE. Voilà, je vous laisse vous présenter un petit peu plus, parce que je vais peut-être tout dit, mais je peux vous laisser quand même vous présenter un petit peu plus. Bonjour à tous. Moi, je suis militante, effectivement, sur l'association AIDE depuis longtemps, avec une épidémie qui évolue et qui est maintenant très centrée sur la problématique des migrants, notamment subsahariens. Donc, je parlerai de cette expérience-là que j'ai du terrain aussi. Et au-delà de l'accès aux soins, la part de la prévention et comment on intervient auprès de ces publics. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Caroline Zambert, je travaille aujourd'hui pour la direction de la santé publique de la ville de Paris. Dans une vie antérieure, j'ai fait des travaux de sciences sociales autour de l'histoire de ces dispositifs dont on va parler, mais auquel on ne peut pas réduire la question de la santé des migrants, qui est l'aide médicale d'État. Et aujourd'hui, avec Julie, on croise quotidiennement ces questions relatives à la santé des personnes qui sont nées hors du territoire. Et je pense qu'on va pouvoir réfléchir ensemble à la fois les spécificités, mais aussi la façon dont il faut qu'on intègre ces parcours dans notre santé publique un peu plus générale. Merci. Donc Julie Bouscayou, moi je suis médecin de santé publique dans la même direction que Caroline, mais dans le service de l'accès aux soins. Donc voilà, un point de vue très opérationnel. C'est le service qui regroupe non seulement les centres de santé municipaux, mais aussi un certain nombre de centres de prévention et des centres où on fait de la médecine générale de façon inconditionnelle, voilà, sans condition de droit, et puis les centres de vaccination, la lutte anti-tuberculose. Donc on a tous les jours au quotidien des sujets d'organisation, des parcours même au sein de nos équipes, de nos équipements, et puis pour la ville, de personnes migrantes, primo-arrivantes ou installées depuis plus longtemps. Très bien, merci beaucoup. Alors on va se lever tous les 4 minutes. On va laisser la vidéo introductive apparaître pour qu'elle puisse être visible pour tout le monde.
petite vidéo n'a pas un objectif de provocation assumée, mais simplement d'un florilège de comment, sur une année 2024, un tout petit exemple, comment cette question de la santé des personnes migrantes peut apparaître dans cet espace médiatique. Et donc, je pourrais vous poser une première question à vous trois. Au visionnage de cette petite vidéo, est-ce qu'il y a une première réaction, une première question ou quelque chose qui vous parle dans votre fonctionnement au quotidien sur lequel on pourrait démarrer nos échanges? Est-ce que l'une de vous trois a d'ores et déjà une... Oui, je vous laisse la parole. Moi, c'est peut-être pas le quotidien, mais c'est peut-être là la vie d'avant de quelqu'un qui fait de l'histoire des politiques publiques. Ce qui est extrêmement marquant, c'est le fait que cette connexion entre les questions de protection sociale et les questions d'immigration, ça n'a pas été de tout temps. Et cette idée qui est de l'ensemble des publics qui sont mis en place relatives à la santé des migrants, c'est cette hypothèse qui est qu'il y aurait un effet dit aimant, c'est-à-dire que du fait de certains dispositifs de protection sociale qui seraient accordés à des personnes venant de s'installer sur le territoire, ça attirerait des personnes sur le territoire français. Dans ma vie d'avant, j'ai essayé de voir quelles étaient l'origine de cette idée, et on voit, et c'est vraiment intéressant de voir qu'un petit moment de l'histoire de notre pays sur des dizaines d'années, c'est un moment qui tourne à la fin des années 70, début des années 80, autour de la question des prestations familiales, et où il y a l'idée que pour endiguer l'immigration familiale après la fin de l'immigration de travail, c'est-à-dire empêcher que tous les hommes ouvriers installés en France fassent venir leur famille en France, on va couper les allocations familiales parce que ça serait la raison qui ferait venir des gens en France. Et on le voit très bien dans tout ce qui est écrit par les hauts fonctionnaires de l'époque. Ça révèle deux choses. Ça révèle une vision assez minorisante des populations immigrées dont la volonté de vivre en famille ne serait motivée que par un bénéfice pécunier et pas simplement l'envie de vivre en famille, et une méprise qu'on retrouve dans beaucoup de politiques d'immigration, c'est que quand on rend les lois plus dures, on ne fait pas circuler les gens, au contraire, on les invite à rester sur le territoire, et que toutes les circulations qui pouvaient exister avant, entre le pays d'origine et le pays d'immigration, avec une partie de la famille qui reste, avec des enfants qui rejoignent le pays où l'un des parents travaille, eh bien les gens font des choix extrêmement rationnels qui est tout se referme, regroupons-nous à un même endroit, et à un endroit où on a des possibilités de vivre économiquement. Donc il y a un premier malentendu sur pourquoi les gens se déplacent, et ensuite, c'est extrêmement troublant, et on le retrouve dans la santé publique comme ailleurs. Depuis, on a des bibliothèques entières de travaux d'économistes, de travaux de géographes, de travaux de démographes, qui montrent qu'il n'y a aucun lien entre les flux migratoires et l'appétence pour un système de protection sociale. C'est quelque chose qui a été étudié dans tous les sens, et cet effet aimant, il n'existe pas. Pourtant, il reste absolument central dans la façon dont on conçoit l'accès à la santé des immigrés, et il y a toujours cette idée très fortement vendue que si on limite l'accès à l'assurance maladie, aux soins, on va avoir un effet d'immigration. Moi, quelque chose qui m'a ce regard-là, c'est que ça a quand même un petit peu changé le discours de justification de ces restrictions, un peu parce qu'au bout d'un moment, il y a eu des études de grande qualité, je pense à l'étude Premier Pas, qui ont montré là aussi que les gens ont très peu de connaissances de ce dont ils vont pouvoir bénéficier comme protection sociale en arrivant en France ou ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on voit que les politiques voient que ça marche un petit peu moins bien, en tout cas les politiques qui sont opposées au dispositif d'accès aux soins, et ils se rangent vers l'idée que ça serait insupportable
pour des populations qui ont des difficultés d'accès aux soins. Dans pas mal d'endroits, on a des soucis de démographie médicale, que ça serait insupportable que des personnes récemment arrivées aient accès aux soins et que ça serait au nom d'une forme d'égalisation par le bas qu'il faudrait rendre plus difficile l'accès aux soins des étrangers récemment arrivés au nom des difficultés que reconnaîtraient les autres. Mais dans tous les cas, on voit qu'on a, et pour la SSPSP c'est absolument essentiel, on a vraiment une difficulté à ce qui est solidement démontré par les savoirs scientifiques, infus dans les politiques publiques qui sont menées, et les articles que vous avez présentés le montrent bien. Merci pour ce propos introductif. Est-ce que vous avez une réaction complémentaire ou une autre d'ailleurs? Pour compléter ce que vient de dire Caroline, moi je suis un peu toujours sidérée de ce discours prégnant qui est pas du tout assis sur le discours scientifique, ce que vient de dire Caroline, mais aussi est inaudible le fait du coût de l'aide médicale d'État qui est loin, enfin qui n'est pas démesuré au vu des services qu'il rend, et que surtout si on imagine que l'aide médicale ou les autres dispositifs disparaissaient, on ferait flamber le prix réel, puisque les personnes arriveraient hospitalisées dans des situations catastrophiques et qui coûteraient beaucoup plus cher, parce que de toute façon on serait humainement, déontologiquement, en tous les cas on les prendrait en charge. Donc ce discours inaudible, moi il me pose question. Comment ça se fait que cette société n'est pas capable de reconnaître et d'asseoir un discours scientifique? On a un tout petit peu commencé à en parler sur l'Assemblée générale tout à l'heure. C'est la remise en cause aussi du discours scientifique et dont les politiques se passent allègrement. Vous souhaitez intervenir également? Moi j'avais une remarque sur un autre volet des titres qui sont parus, c'est sur la question de la mobilisation des professionnels de santé, sur la question de la santé des migrants. Donc le premier titre c'était cette pétition de 3000 soignants, à laquelle j'ai adhéré. En fait je me suis fait interroger récemment, donc je vous passe le contexte, par quelqu'un qui m'a dit: dites donc, les médecins, vous n'êtes quand même pas très mobilisés sur les questions de santé des migrants. Alors, j'ai protesté parce que au quotidien, moi j'ai que des équipes qui sont hyper investies. Enfin voilà, donc c'est quelque chose, c'est acquis en fait. Et j'ai dit bah si, il y a des pétitions quand même, mais en fait il y en a eu une. Et puis 3000 personnes. Donc je ne sais pas où est la réalité de l'adhésion des professionnels. J'ai l'impression qu'on a plus entendu les médecins sur la question de liberté d'installation, mais voilà, pour dire que pour moi il y a un sujet là qui va avec cette question de pourquoi est-ce qu'on n'écoute plus le discours scientifique, pourquoi est-ce que les médecins, les professionnels qui devraient s'asseoir sur des bases fondées, n'adhèrent pas à ces sujets. Très bien, premier tour de chauffe. Je profite donc pour solliciter les participants physiques qui sont dans la salle avec nous, mais aussi en ligne. Si vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas. L'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble avec l'aide de nos trois invités d'aujourd'hui. Donc si vous avez d'ores et déjà une question, une remarque ou une réaction, n'hésitez pas, prenez le micro. Je me retourne vers les collègues de l'équipe. Si en ligne, il y a déjà une remarque ou une réaction qu'il faudrait pouvoir formuler. Non ? Très bien. Dans la salle, est-ce que vous avez déjà... Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Je voulais juste apporter un témoignage particulier pour les personnes migrantes atteintes d'affections à VIH et puis aussi plus généralement. C'est vrai que l'aide médicale de l'État, elle a été menacée, elle l'est toujours, elle le sera aussi dans les années qui viennent, mais jusqu'à présent, elle n'a pas été réduite. Et en revanche, ce qui déjà frappe très très lourdement les migrants vivant avec le VIH, c'est le fait que l'autorisation temporaire de séjour pour soins n'existe plus.
elle est refusée systématiquement. Et moi, ça fait très longtemps que je travaille. Je ne sais pas combien de dizaines, peut-être de centaines de patients j'ai pu soigner et intégrer en France grâce à cette autorisation de séjour pour soins. Et depuis 2 ans, c'est un refus systématique qui est accompagné d'une obligation de quitter le territoire français. Et c'est vrai que c'est une situation d'impasse dans laquelle de plus en plus de migrants se trouvent. Donc ils ont une AME finalement qui leur permet de se soigner et ils n'ont aucune perspective d'avoir la régularisation de leur titre de séjour. Donc on est en train de construire une bombe à retardement qui concerne des milliers de personnes. Vous souhaitez réagir? Peut-être que c'est l'un des points où on s'aperçoit, et ça a été un des points de crispation dans le débat sur l'aide médicale d'État, c'est l'évolution des effectifs, qui est indéniable. On est à un peu plus de 400 000 personnes, on est à plus 40% sur une dizaine d'années. C'est largement utilisé pour justifier des restrictions. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte? Ça ne raconte pas une modification des flux migratoires majeurs. Il y a eu un moment qui était la crise de l'accueil autour des années 2015-2018, mais aujourd'hui on est dans des formes de stabilisation et il faut toujours le rappeler, un monde sans migration, ça n'existe pas. La principale crise qu'on traverse, c'est une crise de la régularisation. Vous avez cité la situation des personnes étrangères malades et on a la situation d'énormément de personnes étrangères qui n'accèdent plus jamais, et même avec la circulaire Valls qui a été réduite, etc., au statut régulier et qui sont condamnés dans une forme d'éternité dans l'irrégularité, d'éternité à l'aide médicale d'État, et le terme n'est pas humain, on se retrouve avec des gens avec 10, 15, 20 ans sans titre de séjour. Et parfois, je me demande si, en tant qu'acteur de la santé publique, on a été assez capable de dire que le principal danger pour la santé des personnes étrangères, évidemment, c'est le VIH, les risques infectieux, la question de la santé mentale, mais c'est surtout l'absence de titre de séjour, ce qui serait le plus protecteur pour ces personnes, et du coup, de même pour notre système de santé, ça serait des régularisations qui permettraient aux gens de se stabiliser dans le logement, dans l'emploi. Et on sait, et ça, l'enquête Parcours l'avait bien montré, hein, une fois qu'on débloque cette question du titre de séjour, il y a beaucoup de choses qui en découlent et la santé s'améliore. Je me dis que parfois, cette union avec des mouvements qui iraient un peu plus traditionnels de la défense des droits des migrants qui sont concentrés sur cette idée de la régularisation, elle n'a peut-être pas été assez forte et qu'il faut qu'on réussisse à discuter sur ces politiques migratoires en général dans un contexte où, il faut le dire, on n'a pas forcément vraiment d'eau. Ouais, moi, au quotidien, au-delà des personnes VIH que moi je côtoie tous les jours, c'est aussi des personnes qui n'ont plus accès à des titres de séjour alors qu'elles sont insérées, qu'elles travaillent et qu'elles se retrouvent complètement en rupture alors que c'est des gens qui payent leurs cotisations sociales, ont un salaire, payent des impôts, contribuent au développement de la France. Donc là aussi, le discours politique n'est pas du tout en adéquation avec la réalité. Et je disais, Caroline, qu'un monde sans migration, ça n'existe pas. C'est sûr, et en plus dans un contexte général de diminution du nombre d'enfants, je ne vois pas pourquoi on va se priver d'inclure des personnes issues d'autres pays. Ça a toujours été, et c'est aussi une source plutôt d'aller vers le haut, plutôt que de tirer vers le bas, d'avoir la multiplicité culturelle et humaine. J'avais du coup une question aussi à vous poser, voir si vous aviez un avis sur ce sujet. J'entendais moi aussi dans vos remarques et vos propos quelque chose de l'accès à, donc on parlait de l'AME mais pas que. Je fais le parallèle un peu entre les citoyennes françaises
et français qui, dans différentes études, je pense aux travaux de l'Odénor sur le non-recours, aux soins entre autres, mais aussi aux droits sociaux. Je me demande, et on avait quand même des chiffres, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était même plus de 20% où on aurait une population qui n'aurait pas recours à, pour plein de raisons différentes. Je me demandais si cette question du non-recours était aussi quelque chose qui vous semblait présent ou réel vis-à-vis des personnes en situation de migration. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle, parce qu'on entendrait dans le discours, personnes migrantes en France a un aspect d'automatisation d'un accès à, mais je me demandais au bout du compte si le non-recours était aussi réel dans cette population en termes d'accès. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous auriez quelque chose à dire. Ou... En tout cas, nous, c'est difficile puisqu'on voit les gens qui ont passé la porte. Voilà, après, on a tout un travail d'aller vers de visibilisation de nos structures. Mais dans un sens, on a simplement, voilà, vraiment l'offre de soins pour les personnes qui n'ont pas de couverture maladie, elle repose essentiellement sur le système hospitalier. Nous, on essaie de proposer une alternative avec une offre plus de proximité, une offre voilà, en ville et puis qui intègre jusqu'à un médecin traitant. Il y a un sujet d'inadéquation de l'offre à la demande pour parler déjà de non-recours. Donc, voilà, je ne saurais pas dire qu'une personne a son couverture maladie sur le territoire parisien, mais je pense que l'offre répond pas aux besoins des personnes qui font déjà le pas d'aller chercher des soins. En aide médicale d'État, les chiffres les plus solides et récents qu'on ait, c'est toujours l'enquête du premier pas qui montre qu'on a 51% de non-recours à l'aide médicale d'État. Donc là aussi, l'idée qu'il y ait une surutilisation de recherche est contredite par les chiffres. Et puis à l'intérieur des parcours, on a aussi le fait que vous avez ce à quoi vous avez accès à l'aide médicale d'État. Et puis vous avez tout le médico-social, par exemple, auquel vous n'avez pas accès. Je vois dans la salle des représentants de l'Agence régionale de santé avec qui on travaille sur les questions relatives aux addictions. Et on voit qu'aujourd'hui, on sait construire dans ce domaine-là, pour des personnes fragiles, des parcours intéressants qui vivent en situation d'addiction. Mais que si on n'a pas le bon papier, on va être bloqué dans ces parcours. Et on se retrouve, nous, en tant que collectivité locale, avec, et c'est complètement justifié, des habitants qui nous disent « Mais attendez, en bas de chez moi, il y a des gens qui ont l'air d'aller vraiment super mal. » Alors, ce ne sont pas, je le dis ce ne sont pas tous les migrants, c'est une minorité, ça ne représente pas la situation de l'ensemble des personnes dont on parle. Qu'est-ce que vous faites pour eux, quel parcours? Et on sait que pour une partie d'entre eux, l'un des obstacles pour construire un parcours de soins, d'accompagnement social, c'est cette question administrative. Et ça, on voit que ça provoque de l'insatisfaction pour les personnes elles-mêmes, mais même pour les habitants. Et aujourd'hui, c'est les professionnels qui ne peuvent pas exercer. Donc ça, c'est vraiment des endroits, et aussi ça provoque de la rétention dans des dispositifs type dispositif bas seuil, type passe de ville, CMS, qui finalement ne peuvent plus aller dans leur rôle d'entrée vers la porte de santé, parce qu'ils ne peuvent plus faire accéder les gens à d'autres dispositifs. Si je peux compléter un peu. Je donne le micro pour les personnes. Puisque l'agent était pour des soins d'intérêt, je pense qu'effectivement, il y a un truc que vous avez dit qui m'éclaire un peu. Je pense qu'on multiplie, en tout cas en Ile-de-France, on a multiplié les dispositifs, on a des équipes mobiles, il y a 64 équipes mobiles, dont 5 périnatalités, il y a des passes de ville, etc. Je ne dis pas. Et à chaque fois, on se dit qu'on n'y arrive pas. Là, depuis 4 jours, on est sur une histoire d'essayer de diminuer la pression sur une quarantaine de femmes enceintes et d'enfants qui ont été trimballés de l'expulsion en Tour-Saint-Denis. En
En fait, il y a des AME, il y a des équipes mobiles qui suivent, etc. Mais vous avez raison, sur le fait qu'à force de se focaliser sur l'AME, on est passé à côté de l'impact sanitaire et médico-économique de l'absence de régulation. Et je pense qu'effectivement, on s'est tous jetés sur la défense de l'AME en disant c'est plus simple parce que finalement, d'abord, je ne suis pas complètement sûr qu'aujourd'hui, il y ait un certain nombre de gens qui ne sont pas capables de dire ben oui, il y aura peut-être des morts, mais ça fait partie du truc. C'est-à-dire que l'idée de, en fait, de toute façon, les soins iront toujours à l'hôpital, je ne suis pas sûr que ce soit si difficile par ça aujourd'hui. Donc on a un point de faiblesse là-dessus. Et le deuxième point de faiblesse, je suis désolé, je redis ce que vous avez dit parce que ça fait écho à quelque chose, ça éclaire, je trouve, le sentiment qu'on peut avoir nous, comme quoi on n'arrête pas, enfin je ne dis pas que c'est, on n'arrête pas de créer des dispositifs, réellement, hein, le ticket mobile, c'est du pérenne, du médico-social, de l'inconditionnel, financé pour 15 ans, en fait c'est vraiment le must de ce qu'on peut faire en termes d'interaction en aller-vers. On crée des passes de ville qui on crée tout un certain de dispositifs, et en fait ça règle un milliard. Et on se heurte au fait que les dames dont on s'occupe là, dont on tente de s'occuper en ce moment, et ça va sûrement très très mal finir, c'est très mal fini, ça va finir. Je ne suis pas sûr qu'on va. On se rend au fait qu'on ne peut pas les positionner quelque part. On en a deux qui ont été hébergés, mais hébergés à l'autre bout de l'île de France, alors qu'elles sont suivies à De La Fontaine, il faut qu'on les ramène vers De La Fontaine. Et je pense que le gros de ce qu'on doit faire, me semble-t-il, en tant que professionnel de santé, désormais, c'est d'obliger à positionner le débat sur la régularisation. Parce que là, le débat sur l'AME, vous avez raison, et vous l'avez dit de manière, ça m'éclaire. Je vous le dis, ça m'éclaire. Il nous met dans un corner dont on n'arrive pas à sortir. Une réaction, une question? Oui. Bonsoir. Oui, c'est intéressant ce que dit Gino, François Bourdillon. Est-ce qu'on n'a pas tort à vouloir trop focaliser sur la question de la migration? Est-ce que si on focalisait sur la précarisation, la défavorisation, peu importe que l'on utilise, pour montrer qu'il y a des gens qui sont dans l'extrême précarité, qui n'ont pas accès aux soins, donc bien sûr des migrants, et que à travers les dispositifs qui ont été mis en place, à travers les PRAPS, à travers les PASS, on a essayé un certain nombre de solutions. Ma question, on va dire, on a fait le must sur les PASS. Est-ce que votre impression, c'est est-ce que les PASS sont aujourd'hui suffisamment en adéquation avec les besoins? Je vous propose aussi, en quelques mots, de rappeler ce que c'est qu'une passe, que tous les... Voilà, ça, si vous pouvez le rappeler, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde... Ouais. Les PASS, donc, ce sont les services hospitaliers pour un financement dédié pour la prise en charge de personnes, notamment... Il y a du LVR. Oui, il y a de la LVR, mais c'est aussi pour de la prise en charge hospitalière. Voilà. Moi, sur les PASS, en fait, nous, on a un modèle qui est complémentaire au PASS d'accès à des soins dès l'arrivée en ville. Et je pense que ça a un intérêt aussi, parce que c'est des centres sur lesquels on essaye de pousser une certaine responsabilité territoriale. La centre de santé municipale. Tout à fait. En fait, on a, de façon complémentaire, on a des centres médico-sociaux qui prennent des gens sans droit ouvert avec une prise en charge par un binôme médecin généraliste, assistante sociale. On peut faire des prises de sang, on peut faire des dépistages de la tuberculose, on peut prescrire des médicaments. Voilà. C'est une passe de la Alors, ville de Paris. c'est pas une passe, voilà, c'est une PMS parce que c'est un dispositif de la ville de Paris et volontaire et financé par la ville de Paris. Et dans le même service, on a les centres de santé. Et on a des professionnels partagés. Et sur des sites qui sont assez rapprochés, on essaye de faire des jumelages. C'était des structures qui étaient dans des services différents il n'y a pas si longtemps. Donc là, on essaye vraiment de faire des jumelages pour faire des parcours. Voilà, et d'avoir vraiment une offre de proximité, de ville, qui ne soit pas dans la difficulté de l'accès à l'hôpital et qui puisse déboucher assez rapidement sur un suivi médecin traitant, un suivi au long cours. Alors, il faut que ce soit pertinent, il faut que les gens... parce qu'on a aussi beaucoup de personnes d'Île-de-France qui ne sont pas forcément de proximité. Mais je pense que le développement d'un modèle plus proche de premier recours de villes qui puissent accueillir les personnes, y compris sans condition de droit, c'est un sujet. Et une fois que les personnes ont des droits, c'est pas terminé.
En fait, une fois qu'ils sont dans les centres de santé, donc à la ville de Paris, on a 2 fois plus on fait à peu près 120 000 consultations par an dans les centres de santé. On a à peu près 2 fois plus de personnes avec l'AME, 2 fois plus de personnes avec la C2S que la proportion à Paris. Et ça, c'est aussi parce que c'est volontaire de notre part. Il y a des questions de tiers payant intégral, il y a des questions d'interprétariat qui est aussi financé par la ville, l'assistante sociale dans les centres pour continuer le suivi, et puis de temps dédié pour les professionnels qui en auraient besoin pour... Donc voilà, ça encore une fois, on a dès que l'ouverture de droit est faite et que les personnes sont prises en charge dans les centres de santé, on n'a pas terminé la problématique de l'insertion, même simplement sur le plan de la santé. Je pense que ce qui ne facilite pas non plus les choses, c'est le fait d'avoir intégré les parcours de migration et le problème de la santé sur le ministère de l'Intérieur. Quand avant, effectivement, les titres de séjour étaient instruits dans les ARS, puisque moi je l'ai connu à ce moment-là, je ne dis pas que tout était rose et qu'il n'y avait rien à dire non plus, mais on n'était pas sur le même registre. Et là, de confondre parcours de migration et santé et accès de séjour et santé, c'est dramatique. Et on a parlé de soins, moi je l'ai dit en introduction aussi, il y a l'histoire de la prévention, et on sait effectivement que moi je vais parler de ce que je connais sur le VIH, c'est les premières années du parcours de migration qui sont exposants à la contamination. Il y a l'enquête parcours qui a montré que plus de la moitié, enfin en gros la moitié des personnes se contaminaient sur leur parcours de migration après leur arrivée en France, et là-dessus on devrait pouvoir se poser la question de savoir comment on peut intervenir là-dessus. C'est un peu paradoxal parce qu'on est dans à la fois proposer ou aller vers des personnes pour leur parler de prévention. Donc, il y a sur la problématique de la PrEP, par exemple, où on sait que ça pourrait probablement protéger des personnes. Du coup, comment on fait pour qu'ils y aient accès? Alors, un des discours, c'est de dire, de toute façon, oui, ça savent pas ce que c'est, ça les intéresse pas, mais on fait rien pour qu'ils s'y intéressent non plus. Et on facilite pas du tout les choses. Récemment, je sais pas si vous avez... dans les programmes de recherche, on ne peut plus inclure de personnes qui ont l'aide médicale d'État. Donc, on ne peut pas, là, par exemple, on est en train de travailler pour qu'il y ait un programme de recherche qui se mette en place sur l'impact de la PrEP en long-acting, donc en injection, notamment sur des populations qui peut-être en auraient besoin. Et on se pose la question, est-ce qu'en vraie vie, ça serait intéressant que des gens en parcours de migration aient accès au centre de santé dans Paris, le Richard. Ce que je trouve intéressant, les 2 points de départ que vous avez donnés. Un, j'ai longtemps siégé au Conseil national du sida, et ça nous paraissait plié, l'histoire de la... On avait tellement rendu de rapports montrant que économiquement, sanitairement, ainsi de suite, on ne ferait pas mieux, qu'on pouvait éventuellement trouver quelques ajustements, que ça paraissait plié, et on voit aujourd'hui à quel point c'est peut-être l'inverse qui est plié, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont prêtes à complètement détruire ce système. La deuxième chose, alors c'est toujours intéressant, chacun entend avec son oreille. Moi, j'aurais passé 40 ans à essayer d'expliquer que la meilleure façon de régler les histoires d'addiction, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de monde sans drogue, et qu'il y aura toujours des personnes qui consommeront, et qu'après tout, le plus simple serait de diminuer les risques et les dommages de ces consommations, pour que quand ils aient envie de les arrêter, ce soit faisable, plutôt que de s'épuiser à tenter de monter des murs et des digues qui font que ça ne marchera pas. Et qui coûte de l'argent. Le deuxième point que vous posiez, c'était à quel point on se trompe globalement sur la perception de ce que c'est que la migration aujourd'hui, qu'on attribue à des motifs
qui ne sont pas les motifs, et dont on pense que si on détruit ce système qui serait censé les faire venir, il n'y aura plus de migrants. Voilà. Et donc, ça revient à la question de essayer de prendre la parole, en sachant que les premières fois, on ne sera pas ovationné sur ces sujets-là, mais c'est pas grave de ne pas être ovationné. Parce que là, on est collé, c'est ce qu'on peut ne résoudra pas si on n'arrive pas à ce double paradoxe qu'il y aura toujours des migrants, donc il y aura toujours des questions de santé autour des migrants, et là où on peut avoir un point d'accord, c'est comment fluidifier ces questions de santé, comment faire en sorte qu'elles ne se cristallisent pas comme devenant des problèmes. Et je pense qu'un des pièges médiatiques qu'on a eu ces dernières séquences, c'est qu'on est condamné sur tel point, tel sujet, on est convoqué tel sujet, et sur ce sujet-là, entendu, c'est le dernier point qu'il faut partager, c'est l'intérêt d'être entre nous, c'est que ça nous permet de le dire tranquillement, sans s'agresser. Mais, franchement, ma pratique quotidienne, les interlocuteurs que je rencontre, m'amène à avoir un point de vue, je ne juge même pas pessimiste, mais qui est pragmatique. On n'est pas entendu. Ce discours n'est plus audible. Donc, la première étape, c'est de regarder sur qu'est-ce qui peut rendre ce discours. Je n'ai pas de solution, j'ai quelques pistes, mais je voulais juste partager ça, parce que si on continue d'avoir un débat d'experts, les professionnels de la profession, c'est ce qu'on sait parfois le mieux faire, mais à qui ça la société de santé publique, on s'adresse à la santé auquel nous sommes dedans, hein, franchement, on ne sait plus parler. Bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou question à ce stade pour ceux qui est... Vous avez pris le micro, donc à plusieurs. Oui, je voulais aussi dire quelque chose sur politique de séjour pour soins. Maintenant, donc c'est l'OFI qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc le VIH c'était bon, puis maintenant c'est bon parce que les traitements sont accessibles, c'est vrai, dans beaucoup de pays d'Afrique, avec tout un tas de bémols. C'est pas parce que le pays importe les médicaments génériques indiens qui fonctionnent très bien que ces médicaments sont disponibles dans tous les coins de Côte d'Ivoire ou du Cameroun, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a aussi là les mesures Trump et l'effondrement du PEPFAR et l'effondrement de l'offre d'antirétroviraux qu'on prévoit. On a chiffré déjà le nombre de milliers de morts, de centaines de milliers de morts, qui seront la conséquence de l'interruption, enfin du risque majeur d'interruption d'antirétroviraux, des traitements donc en Afrique. Et je ne sais pas si l'OFI peut garder cette attitude de dire non, c'est disponible, alors que depuis 2 mois, on sait que la disponibilité va être gravement mise en cause. Si vous n'avez pas d'autres réactions, je vous propose qu'on aborde par un autre sujet, mais qu'on avance sur alors peut-être quelque chose qui complexifie un peu plus nos échanges déjà, qui ne sont pas simples. Parce que je fais le lien avec un des articles qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, que vous connaissez aussi vis-à-vis des départements, la question des mineurs non accompagnés. Donc j'avais ce premier sujet à vous proposer, de réagir, et si on y arrive, j'aurais bien voulu aussi vous solliciter sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si je vais le formuler correctement, mais d'avoir une réflexion. Est-ce que cette santé des personnes migrantes, on peut aussi l'aborder d'un point de vue genre, c'est-à-dire qu'entre hommes et femmes, et en fonction de leur orientation sexuelle, et dans un premier temps, si ça vous va, d'avoir votre retour des mineurs non accompagnés, comme on le dit aujourd'hui, et santé, et peut-être dans un deuxième temps sur la question genre ou orientation sexuelle. Voilà, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose dans votre pratique, cette question des mineurs par exemple, à quoi vous êtes confronté, à quoi ça vous renvoie en termes de pratique d'éthique, parce qu'on peut aussi dire que des fois il y a des choses qui fonctionnent quand même.
Qui va avoir le courage de dire ça? Non, mais voilà, nous, pour dire, on n'est pas la direction qui s'occupe de toute la partie sur l'évaluation de l'alignement, puis la charge. Donc, on a été, voilà, on a essayé de je vous réponds de façon très pratique. Hein. On a essayé de prendre contact avec toutes les, voilà, d'abord avec l'association qui s'occupe de l'évaluation, puis l'aide sociale à l'enfance, le service qui s'occupe de ceux qui ont été placés, puis nos collègues qui s'occupent des mineurs notifiés de non-reconnaissance ou en recours. Voilà, ce qui est pas facile pour nos professionnels, c'est surtout qu'ils se perdent sur les statuts des personnes. Alors, voilà, nous, on n'a pas de... Je pense qu'on ne met pas de difficulté sur les questions d'autorité parentale, etc. Mais ce qui est plus difficile, c'est qu'on s'y perd. Voilà, c'est ils sont à quelle étape, qui sont les partenaires, qui est-ce qu'on doit contacter, par qui sont accompagnés. Mais franchement, sur les prises en charge, ce sont des prises en charge, enfin, c'est des personnes qui sont reçues... voilà, comme les autres usagers. On n'a pas, on fait les vaccinations, le dépistage de la tuberculose, le bilan primo-arrivant éventuellement, voilà. Peut-être si je peux compléter sur les mandants, sur la question des mineurs à la rue, consommateurs de produits, là encore qui ne sont pas tous les mineurs, une partie, je vais être obligée de me répéter, on se retrouve exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'on aurait avec les acteurs de l'addiction, de l'enfance, de la jeunesse, des idées de ce qui devrait être fait, et les statuts administratifs plus bas seuil, les plus fragiles. Je dirais qu'encore plus que les autres publics qu'on reçoit, on est confronté à des personnes de coordination de parcours parmi tous, par beaucoup de monde qui passe entre les mailles. Accompagnés comme ils devraient l'être, et que moi j'ai le souvenir d'avoir rencontré des éducateurs qui passaient leur temps à savoir s'ils étaient mineurs ou majeurs, plutôt que d'accompagner les personnes dans leur parcours et dans les difficultés de se retrouver isolés, confrontés là aussi à du travail du sexe, à des revenus, des choses compliquées, et comme si le côté là aussi administratif prenait le pas sur tout le reste, et donc décale là où on devrait être par rapport à ces personnes. Dans la salle, est-ce que vous avez une question, une réaction ou un partage d'expérience sur ce sujet des mineurs non accompagnés? Oui. Je ne vais pas monopoliser, je pense que c'est celui qui manque, parce que les mineurs non accompagnés, en fait, ce sont des mineurs que des collectivités locales qui ont la responsabilité, qui sont les départements, décident de ne pas considérer comme mineurs. C'est ça le problème. Et qu'en fait, du coup, là, on est dans quelque chose qui est quand même dans quelque chose sur lequel c'est encore plus compliqué, parce que quand on a, je dirais, en face de nous, une préfecture, en face de nous, parce que moi je ne peux pas dire ça, en fait. Quand il y a quelqu'un qui prend une décision, c'est clair, il y a un bon échange quelques cours, mais ça simplifie la vie à tout le monde. Quand on a un dispositif dans lequel il y a, là, en fait, quelqu'un n'est pas reconnu comme mineur par les professionnels de santé ou sociaux qui prennent une décision, comme les médecins qui prennent une décision, et qui prennent une décision qui est prise au nom d'une collectivité locale. Et à l'arrivée, on se retrouve avec effectivement ce que dit le département, c'est-à-dire le fait que c'est les personnes qui fait quoi. Et que du coup, tout le monde se dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais autant sur la régularisation des personnes en situation migrante, on voit bien qui fait quoi, autant sur la question des mineurs non accompagnés, je pense qu'il faut qu'on réinterroge aussi le fait qu'en fait, il y a une responsabilité qui, pour le coup, voilà, c'est une collectivité locale qui a le pouvoir de décider si le jeune bénéficie de la protection ou s'il ne bénéficie pas de la protection. Et donc, on voit bien qu'on est dans un jeu qui, pour le coup, un peu compliqué, qui explique effectivement ce qu'on veut tous, c'est-à-dire que on considère qu'ils sont majeurs, ça nous permet de dispenser l'autorisation parentale, on considère qu'ils sont mineurs, ça permet de
de faire en fonction de ce qui bénéficie le plus aux gamins, on s'arrange comme ça. Et derrière ça, il y a quand même un vrai flou de... alors, pour le coup, je ne suis pas complètement persuadé que c'est une bonne idée que quelque chose soit recentré à l'État, dans le contexte d'aujourd'hui. En fait, c'est pas non plus une bonne idée que les départements disent c'est pas moi, c'est l'autre. Parce qu'en fait, c'est eux. Ouais, voilà, c'est juste ça. Je trouve que le truc qui est compliqué en termes d'acteurs, que derrière ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on fait une formation, une sensibilisation, je ne sais pas quoi, à tous ceux qui interviennent dans mon échelle. Quand une personne étrangère se voit refuser le statut par l'office, il y a un médecin qui a signé un document. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a aussi la responsabilité personnelle. Pour avoir organisé, à l'époque de l'ARS, vous disiez qu'à l'époque de l'ARS avait organisé le service qui s'occupait de ça, et certains collègues ça rappelle, on a essayé de faire que ce soit à peu près collectif, à peu près collégial, et que les collègues disaient, voilà. On a une idée du volume de ce que ça représente en France, des mineurs non accompagnés. Alors, il y a je crois qu'il y a l'observatoire dédié qui s'en occupe. Il y a une sous-estimation, c'est ce que nous renvoie l'observatoire, puisque justement la question de la minorité et de définir qui est mineur ou l'est pas fait que les chiffres sont a priori sous-estimés. Bon, à Paris, il y a 10 000 demandes par an pour une évaluation. Moi, je vous parle du département dans lequel je suis, on est à 50. Voilà. C'est le département de l'Allier. Voilà. Mais si je vais voir mes voisins lyonnais, je crois qu'ils approchent des 700 ou les 800, je crois. Ouais, versus 10 000 à Paris. Ouais. Paris, pas Île-de-France. Non, Paris. Paris. C'est ça. Oui, c'est pas un petit sujet. Oui, non, c'est pas un petit sujet. Cette question aussi de la minorité, j'entends moi des professionnels qui s'épuisent aussi et qui se démobilisent de plus en plus, parce qu'il y a cette question de la minorité quand elle est explicitée, il y a à un moment donné où le mineur devient majeur. Et on repart, on remet une pièce dans la machine. Et donc il y a des professionnels qui se disent, mais est-ce que je me mens pas à moi-même et aux gamins que j'accompagne de travailler avec lui un parcours de santé, en sachant que ce parcours de santé ne va pas évidemment s'évoluer quand il sera majeur, mais dans les faits, il y a quand même quelque chose qui se passe comme ça. Donc il y a aussi cet effet sur les professionnels que je peux rencontrer, qui se demandent à quoi bon. Enfin bon, on parlait de certaines thématiques, on parlait du VIH ou des addictions tout à l'heure. Je me demandais si, de votre expérience ou connaissance, est-ce que là aussi, sur cette question des mineurs, est-ce qu'il y a un certain nombre de thématiques de santé publique qui sont plutôt prédominantes ou qui, selon vous, relèveraient d'un enjeu particulier dont il faudrait qu'on se parle? Alors, on peut parler du parcours, on entend parler souvent de questions autour de la santé mentale, mais plus précisément de votre expérience. Question, et où là encore, on parle énormément des endroits où il y a des réflexions cliniques, sur c'est quoi le plus efficace, quelles sont les thérapies courtes, longues, des choses, y compris des choses qui sont compatibles avec des gens qui n'ont pas forcément des logements au long cours, qui ne vont pas forcément pouvoir faire des thérapies qui durent des années et des années, mais qui pourront amener un bénéfice extrêmement fort. Si je peux me permettre, mais je pense aussi que je vois le temps qui passe, ça serait aussi, là on parle beaucoup des gens comme étant dans des situations difficiles, un aspect sur santé des gens, il faut aussi qu'on réussisse à regarder ce que les migrants apportent à la santé et réussir à tenir les questions ensemble. On le voit à la ville de Paris, mais on le voit partout. On a un système de santé aujourd'hui, on a des métiers du care aujourd'hui qui reposent en fait dans une ville comme Paris, je ne vais pas dire majoritairement, mais je pense très fortement sur des personnes immigrées nées à l'étranger. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps une chercheuse Priscille Sauvrin qui travaille sur les questions de discrimination dans les parcours de maternité, qui disait un truc que j'avais jamais entendu ailleurs et qui m'a paru éclairant, le fait que les professionnels de santé à l'hôpital et notamment les sages-femmes immigrés avaient apporté dans les années 80-90 des pratiques autour du pot à pot, de la façon de s'occuper des tout petits qui aujourd'hui
valider, et que c'est elles qui vont apporter ces façons de faire. On voit, nous, on travaille sur les questions de santé environnementale dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires parisiens, ce sont des quartiers où le cœur de la population est une population née à l'étranger, une population immigrée. Qui sont les personnes qui portent les questions du bien manger? Qui sont les personnes qui organisent des circuits pour essayer de récupérer des produits de soins et d'hygiène moins délétères pour la santé, qui organisent des choses? On a découvert qu'il y avait des groupes WhatsApp pour aller dans des endroits avec une grande sensibilisation à des sujets qu'on avait un peu perçus comme des sujets un peu de bobo, les perturbateurs endocriniens. Alors on s'est rendu compte qu'il y a plein de cités à Paris où les gens s'organisent. Ce sont des femmes immigrées qui parfois rapportent leur savoir-faire, qui sont dans des lieux de santé dans leur vie et qui sont prescriptrices dans leur communauté. Et en fait, tout l'enfermement qu'on a autour de l'aide médicale d'État, autour de difficultés administratives qui sont réelles, font que tout cet aspect-là et le fait que la migration, c'est plutôt un plus, comme le disait Catherine aujourd'hui, pour les professions de notre système de santé, pour le mode de conception qu'est la santé. On n'a en fait jamais le temps de s'en parler, on n'a jamais le temps d'en parler aussi au grand public. Et je ne sais pas trop comment on fait pour essayer d'amener en fait ces sujets dans la danse, qui peut-être seraient susceptibles de faire un tout petit peu bouger les représentations. Je suis désolée, j'avais répondu un peu à côté de votre question, mais ça, à Paris, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent très fortement. Oui, une remarque. En vous écoutant, je pensais à des logiques de santé communautaire, en fait, hein, qui viennent aussi apporter quelque chose. Je ne sais pas si à Aide, il y a ces logiques-là. Effectivement, c'était à ça que ça me renvoyait, et même sur 2024, et en interne, on s'est fortement interrogé sur la place de l'épidémie. Même si aujourd'hui, la plupart des contaminations, elles concernent de façon globale encore les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, l'épidémie, elle se concentre sur les publics, les hétéros subsahariens. Et donc, ça nous a interrogés en interne sur la place de ces personnes-là, puisque, bon, historiquement, nous, s'est construit à partir plutôt des hommes et des personnes VIH, et donc l'épidémie évoluant. Ça nous a interrogés quand on se regarde et qu'on se dit, mais elles sont où ces personnes-là dans les instances de aide, et donc depuis 18 mois maintenant, on est en train de retravailler là-dessus. On va voter notre futur projet associatif dans un mois, dont un des axes, c'est donner de la place à ces personnes d'origine nées à l'étranger. Et on a constitué à la fois des groupes de travail pour, en démarche communautaire, qu'ils se réemparent des choses de quoi ils ont besoin. Ça nous a poussé à sortir un guide santé par les personnes concernées. Et effectivement, tout ce qui peut amener, et c'est extrêmement important. On a une question dans la salle ou en direct sur cette question? Qu'on a régularisé dans ces 25 dernières années par l'autorisation de séjour pour soins. Et c'est vrai que le principal métier qu'ils ont adopté de très loin, c'est l'aide à la personne. Donc il y a des assistantes familiales, il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières, il y a énormément de ces femmes qui ont bénéficié de ce type de séjour, qui se sont engagées dans des métiers d'aide à la personne, personnes âgées, jeunes enfants, les hôpitaux, toutes
toute notre structure de soins a bénéficié de ces femmes régulières. Il m'a semblé entendre tout à l'heure, vous évoquiez sur ce sujet des personnes migrantes, les professionnels de santé, j'ai pu entendre ça dans vos commentaires tout à l'heure, de personnes migrantes qui sont professionnels de santé et qui travaillent en France, donc c'est aussi un sujet. J'ai eu, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, j'ai vu, je crois en Allemagne, une campagne comme ça de communauté d'origine, et puis du coup il n'y avait plus personne dans la salle, ou voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une question qu'on peut aborder ensemble, hein. Un enjeu de santé publique, ces professionnels-là qui travaillent ici en France. Je ne sais pas si vous avez, ça vous concerne d'ailleurs peut-être dans vos centres. En partie, mais en partie, mais moins qu'à l'hôpital, alors que l'hôpital a aussi des dispositions particulières pour employer voilà, des personnes formées à l'étranger, ce qui n'est pas notre cas, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un certain nombre de professionnels avec les autorisations d'exercer en ville dans nos équipes. Il y a des experts, je pense, plus calés que dans la salle sur si on peut se rappeler un peu aujourd'hui les enjeux ou les conditions dans lesquelles ces professionnels de santé peuvent exercer pour recouvrer, je ne sais pas si vous avez une expérience ou un rappel de ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a quelques professionnels de santé quand même dans cette salle. Je ne sais pas si vous avez des éléments à nous partager peut-être sur qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Oui. Il n'y a aucune restriction, notamment liée à la séropositivité, heureusement. L'emploi dans les secteurs de soins pour les enfants, etc., ça concerne la vaccination contre l'hépatite B, ça c'est important, ou pour les personnes qui ont une hépatite B chronique, le fait d'être traitées, et pour les personnes qui, par leurs soins, peuvent être à l'occasion d'accidents d'exposition, bien sûr, le fait, s'ils sont porteurs du VIH, d'avoir une charge virale indétectable. Ça, c'est les conditions qui permettent à tout le monde de travailler, qu'on soit porteur de l'hépatite B, porteur du VIH, et en toute sécurité. Voilà. Et puis, bien sûr, la tuberculose, qui peut être dépistée aussi, elle est heureusement voilà, pour les primo-arrivants. D'autres contributions sur cette question? Non. Je vous proposais tout à l'heure d'avoir peut-être un regard, et vous me direz s'il y a une pertinence ou une réalité qui peut nécessiter un échange sur cette question genrée des personnes en situation de migrante et au-delà de la question du genre, de l'orientation sexuelle, puisque j'entendais que potentiellement ça pouvait être des spécificités d'enjeux de santé publique à appréhender et à pouvoir se... Sur ce sujet-là, vous... En tout cas, c'est un sujet qui nous questionne parce que ce qu'on souhaite, c'est avoir des centres qui arrivent à capter toutes les populations qui en ont besoin. Et je peux donner l'exemple de notre centre dans le 20e arrondissement, donc le centre de Belleville, où il y a des consultations pour les migrants, du CJ, de la lutte anti-tuberculose, de la vaccination, et pour lequel on avait dans les files actives de CGID et de population, pour les consultations pour les personnes sans couverture, presque que des hommes. Donc là, la question vraiment s'est posée de comment est-ce qu'on fait pour adapter notre offre pour attirer un peu plus les femmes, partie migrants, mais aussi partie CGID, partie PrEP. Et donc, l'équipe conduit tout un travail là-dessus qui passe aussi par une offre de gynécologie, une offre pour les enfants, les liens aussi avec la vaccination, puisque les enfants viennent avec leur mère. Donc, c'est tout un travail de la façon dont on pense l'offre. Et puis, après, sur la formation des professionnels, après, chez les femmes, etc. Donc, il faut les convaincre et qu'ils comprennent les enjeux. Donc c'est un sujet pour nous et c'est quelque chose qu'on réfléchit en pratique et petit à petit, voilà, on arrive à capter du public des femmes migrantes dans ce sens. C'est quelque chose qu'on va expérimenter sur le spot à Marseille, par exemple,
en développant une consultation gynéco qui effectivement est la première porte par laquelle les femmes arrivent, mais qui permettent d'avoir de la santé globale derrière. Donc effectivement, c'est comment on pense les parcours et les portes d'entrée qui ne sont pas forcément celles qu'on pourrait avoir l'habitude. Après, sur l'orientation sexuelle, moi je n'ai pas de chiffres, mais il est évident qu'on accueille, enfin, dans tous les cas, on accueille de plus en plus de jeunes hommes homosexuels dont c'est la cause de la migration, parce qu'ils sont en danger de mort chez eux, d'emprisonnement, de condamnation à mort, de lynchage. Et donc, effectivement, ils ont souvent... ils ne s'affichent pas, hein, parce que en Afrique, c'est compliqué de s'afficher, mais aux 190... sur le centre de santé, les professionnels qui les accueillent disent souvent ils travaillent, les médecins travaillent pour une partie au 190, ils ont des postes ailleurs. Ils disent c'est rigolo parce qu'on voit les mêmes, quand ils viennent au 190, ils se déclarent HSH, et quand on les voit à l'hôpital, ils disent qu'ils sont hétéros par exemple. Donc on voit bien là aussi quel regard on pose sur ces personnes-là, comment elles s'autorisent à pouvoir parler de leur orientation sexuelle, mais c'est effectivement une cause de migration et qui n'était pas du tout identifiée il y a quelque temps, mais qui apparaît clairement aujourd'hui. Donc plutôt jeunes hommes alors, comme vous disiez, ou hommes en tout cas là. Peut-être aussi quand la matière, on s'aperçoit qu'il faut remettre parfois les sujets à l'ouvrage. Pendant très longtemps, sur les foyers de travailleurs migrants à Paris, il y avait cette idée qu'en matière de dépistage, c'était un peu des publics captifs qui avaient fait l'objet de plein d'opérations, etc. Et puis je pense que tous, à force de se dire ça, la mobilisation a pu faiblir, et on a remené, j'y pense parce que c'était dans le 13e arrondissement, des opérations en lien avec le centre de santé sexuelle et l'association qui gère les centres Coalia, avec des taux de découverte de VHB, de VHC et de VIH extrêmement importants, et je crois peut-être que dans nos inconscients on s'était mis sur population vieillissante, moins de sexualité, enfin là on retrouve d'autres préjugés qui peuvent aussi traverser les acteurs de santé publique, voilà, et qui montrent que c'est aussi un travail un peu sans cesse recommencé, et qu'il faut toujours essayer de voir quelle est la bonne entrée. Parfois c'est la santé mentale, parfois justement c'est des populations, l'entrée santé sexuelle n'est pas la bonne, enfin voilà, il faut être quand même dans une expérimentation un peu permanente pour voir ce qui marche le mieux. Et puis, on l'a dit, tu l'as dit Julie, il y a quand même la question de la langue, qui est une question, je pense qu'il faut qu'on arrive à se poser de deux façons, qui est la question des gens qui ne maîtrisent pas ou très peu le français, et l'interprétariat est indispensable à la consultation. Et puis il y a une deuxième question qui est, quand on annonce un cancer du sein, quand on annonce, je pense à une très belle scène du film sur Tenon et sur la prise en charge des femmes à Tenon, où il y a une dame qui découvre qu'elle ne va pas pouvoir avoir d'enfant via Google Trad. Est-ce que quand on a un problème de santé important, est-ce que ça serait possible qu'on puisse avoir la langue avec laquelle on est le plus à l'aise? C'est poser la question pour la campagne de vaccination HPV. On peut mener, quand on est parent, peut-être sa vie en se débrouillant avec le français. Est-ce que c'est pas intéressant pour une décision importante pour ces enfants d'avoir dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise et qu'on maîtrise complètement ces questions-là? On a déjà du mal, et c'est un gros effort financier d'institutions de mettre en place de l'interprétariat quand il est indispensable. Mais je pense qu'il faut qu'on réussisse à se projeter qu'il y a des moments où retourner à cette langue dans laquelle on est en maîtrise, c'est intéressant. Et surtout ensuite, ça
permet aussi de fluidifier le parcours de soins dans la compréhension et l'appréhension qu'on peut avoir de sa propre santé. Je voulais aussi ajouter sur l'approche genrée quand même que sur le VIH, en tous les cas, on est toujours confronté à des déclarations tardives de VIH, pas des découvertes tardives de VIH, plutôt chez les hommes, parce que bon, les femmes, elles sont souvent prises en charge via la maternité. C'est assez global, mais en tous les cas, chez les hommes, il y a une vraie différence avec des découvertes tardives qui a un vrai problème de santé publique et comment, effectivement, on peut attirer les personnes. Et puis, sur l'interprétariat, tu as complètement raison, Caroline. En échange de pratiques, il n'y a pas très longtemps, avec le travail là-dessus, effectivement, en tous les cas, moi, dans ma région, en région centre, dans l'utilisation. Il disait bien que du coup, quand ils font un DIF, là, ils refont appel au service interprétatif. Ils refont appel au service interprétariat. Mais on voit bien comment les professionnels aussi, ou les militants, se restreignent, eux, de leur point de vue, parce que ça prend du temps, parce qu'ils estiment probablement que c'est moins important. Mais on a travaillé aussi sur ces usages. Une réaction, une question dans la salle ou en ligne? Non, pas spécifiquement. Sur cette question de la langue, ça me faisait moi du coup ouvrir plus largement à des questions, on va dire, d'ordre interculturel. Si on rajoute à la langue des appréhensions culturelles au niveau de la maladie, au niveau du corps, au niveau du prendre soin de soi, est-ce que il y a aussi des choses que vous percevez, que vous voyez dans vos pratiques, qui seraient intéressants aussi à relever ensemble ou à mettre en échange? Je ne sais pas si question trop large peut-être. Mais... Non, c'est évident pour la pratique des professionnels de santé en consultation sur les maladies, etc. Mais c'est assez hétérogène comme situation de difficulté de compréhension. Donc est-ce que oui, il y a quelque chose à faire. Il y a la médiation qui est une question dont on pourrait parler pour faire ce rapprochement. Probablement la formation des professionnels, mais il me semble qu'il y a une diversité de publics, de profils, de situations pour que chaque personne mérite une attention et un accompagnement particulier. Et donc sur la médiation, c'est quelque chose, peut-être Caroline pourra en dire un mot, qu'on pousse dans la direction de la santé, avec des premiers médiateurs qui sont arrivés dans le centre cette année. Peut-être sur la question de la différence culturelle, on a fait une petite enquête avec Armelle Angoudreau, qui est démographe et qui est l'ancienne conseillère scientifique de la direction de la santé publique, sur comment les personnes qui apprennent le français dans des cours de la mairie de Paris, de FLE, percevaient le système de santé. Et je me souviens d'un entretien très marquant avec un auditeur bolivien d'origine qui disait « Notre système de santé, ça va pas du tout en fait. Les médecins ne nous écoutent pas. On n'a pas le temps de dire, les consultations sont beaucoup trop courtes, on n'a absolument pas le temps de raconter ce qui nous arrive. Vous devriez vraiment vous inspirer de notre système de santé, parce qu'on a... Il faut quand même aussi se souvenir que dans le monde, avec l'expérience, médicale et d'absence d'accompagnement et une découverte, les gens arrivent avec déjà une vision d'une médecine qui par ailleurs peut reposer exactement sur les mêmes fondements que celle qui est pratiquée. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est toujours, à la fois ces questions de représentation, elles sont très importantes, et à la fois dans une certaine réserve avec des discours sur une altérité qui en fait
parfois permet de justifier notre difficulté et puis aussi peut marquer quand même quelque chose dont il faut réussir à parler, qui est la question des discriminations dans le système de santé. Là, il y a eu un papier récent comment des médecins, c'était d'ailleurs, je trouve ça vraiment très bien qu'une équipe se soit prêtée à ce jeu, comment percevait la douleur selon qu'on ait une douleur cardiovasculaire, selon qu'une personne soit un homme, une femme, selon qu'elle soit blanche, selon qu'elle soit noire. Et bien, les femmes noires étaient perçues comme ayant moins mal que les autres, étaient moins prises en charge pour une alerte cardiovasculaire à symptômes égaux. Donc il faut aussi qu'on réussisse à se poser cette question des discriminations et parfois de ces perceptions un peu culturalisantes qui peuvent quand même un peu réifier des personnes dont finalement la vérité n'est peut-être pas qui est naissant dans la direction de la santé publique. La grande année à accueillir les gens dans des lieux de santé qui vont pouvoir se déplacer pour finalement prendre le temps et permettre l'accompagnement de ce qu'elles n'avaient pas le temps de faire en accueil. Et puis un profil plutôt PAIR, qui est des gens qui sont personnes concernées, qui connaissent très bien les quartiers et les populations et qui vont jouer un rôle de trait d'union et qui vont souvent jouer un rôle de poisson pilote dans un système qui est extrêmement on croit beaucoup à cette complémentarité entre ces deux modes de médiateurs et puis en gardant cette idée forte que la médiation elle doit aider les patients à mieux se diriger dans le système de santé et puis elle doit aussi aider les soignants à mieux comprendre quelles sont les contraintes des usagers et des patients et comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux parce que ce qu'on voit dans nos enquêtes qualité, c'est vraiment ce moment de l'orientation qui se passe pas, peut moins bien se passer. Une fois que les gens sont en présence du soignant, moi je m'occupe des activités physiques adaptées, là en général ça se passe bien, mais c'est ensuite sur l'adressage, sur ce qu'il faut faire, sur le droit qu'il faut ouvrir, c'est là qu'on perd les gens et c'est là que la médiation a une vraie plus-value. Oui. Si je peux me permettre de souligner le rôle des associations, notamment les associations de migrants, de femmes migrantes aussi, qui sont les principales associations, qui jouent un rôle absolument essentiel. Moi, je suis médecin, blanc, garçon, comment je peux connaître la femme africaine? C'est grâce au fait qu'effectivement, il y a une association de femmes migrantes qui a une permanence hospitalière à l'hôpital, qui permet de récupérer un grand nombre de femmes qui sont perdues de vue, qui sont en errance. Et donc les associations sont essentielles avec les médiateurs en santé, les pères aidants, essentiels pour inculturer aussi à notre niveau hospitalier les choses. Voilà, moi j'ai beaucoup appris grâce à ces associations qui sont présentes toutes les semaines. Et c'est essentiel que ce soit poursuivi. C'est vrai que les jeunes générations de médecins ont peut-être moins l'expérience ou sont moins sensibilisés à ce que ça peut apporter une association de femmes migrantes, mais c'est essentiel si on veut récupérer et garder dans les soins les personnes. Très bien, on fait signe que le temps imparti à nos échanges sur cette thématique d'aujourd'hui s'arrête. Donc je ne veux pas conclure, je vais simplement vous remercier sincèrement d'être venu sur ce sujet complexe, pas simple évidemment, mais avec plein de questions ouvertes. Je remercie les personnes présentes et de leur participation. Et je vais en profiter juste pour donner un petit coup de main à mes collègues de l'Osper Samzara à Lyon qui fait 2 années qu'ils mènent une journée d'études sur les jeunes migrants. Et donc pour la 2e année, en juin, donc le 18 juin, la 2e journée d'études sur soigner l'hospitalité pour soutenir la santé mentale des jeunes migrants.
Donc voilà, je profite pour faire un peu de publicité, parce que j'étais à leur première journée l'année dernière, qui était assez passionnante, et ils continuent, donc je m'étais dit que j'en ferais un peu la promotion. Encore merci d'être venu avec nous, et voilà, je vous invite à nous rejoindre pour...